Salut les amis! Bienvenue sur votre chaîne divertissante et captivante. Plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre destination est le continent envoûtant de l'Afrique, plus précisément sa partie orientale. Notre voyage nous emmène autour d'une reine dont la renommée ne provient ni de ses réalisations, ni de ses exploits, ni même de sa beauté. Cette reine est tristement célèbre pour une raison tout à fait différente. Elle est connue pour sa soif de sang, avec une histoire marquée par le meurtre et la torture, non dirigée contre des ennemis extérieurs, mais contre son propre peuple et ses sujets. Elle a massacré la moitié de sa population. Les livres d'histoire témoignent de ce qui peut être considéré comme l'un des plus grands actes génocidaires de l'histoire. Sans plus tarder, embarquons pour un voyage historique à Madagascar pour découvrir l'histoire de la reine Ranavalonai, ou comme on la connaît, la reine sanglante de Madagascar. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Ranavalonai. Plongez dans le monde captivant de Ranavalonai, l'une des reines du royaume de Madagascar dont les noms ont été gravés dans les annales de l'histoire. Née en 1778 ou 1788, selon les sources, Ranavalonai est également connue sous le nom de Ramavo dans les documents relatant sa vie. Deux récits intrigants entourent son enfance, tous deux étroitement liés à son accession à la famille royale et à sa couronnement en tant que reine de Madagascar. Dans le premier récit, Ranavalona est présentée comme la fille d'un prince nommé Andrian Tselamankaka. Bien que n'appartenant pas à la dynastie régnante, ce prince entretenait des liens étroits avec le palais royal, notamment avec le roi Andrian Empoinimrina. Apprenant d'un complot visant à assassiner le roi par son oncle, qui avait été auparavant évincé du trône par le roi Andrian Empoinimrina, le prince alerta le roi, le sauvant d'un destin fatal. En guise de reconnaissance, le roi fiança Ranavalona à son fils et héritier, le prince Radama, déclarant que leur premier enfant succéderait à Radama sur le trône. Le deuxième récit, plus largement accepté, offre une vision différente. Selon cette version, Ranavalona est née dans une famille pauvre près de la région d'Antananarivo. Sa vie prit un tournant radical lorsque son père, tout comme dans le premier récit, avertit le roi d'un complot d'assassinat. En signe de gratitude, le roi adopta Ranavalona dans la famille royale, ainsi que sa propre famille, les élevant de l'obscurité à la royauté. L'histoire se dévoile alors que Ranavalonai, désormais membre de la famille royale, épouse le fils du roi Radamai, devenant sa 12e épouse. Les rebondissements de son parcours à travers la royauté, façonnés par la gratitude, la loyauté et les intrigues politiques, préparent le terrain pour une saga captivante dans l'histoire de Madagascar. La reine sanglante de Madagascar. Pénétrée dans le royaume intrigant de Ranavalonai, une reine dont le leadership redoutable l'a propulsée au pouvoir après la mort de son mari en 1828. Bien que son fils, Radama II, fût l'héritier légitime, il était encore un enfant à l'époque. Pour assurer une domination absolue, Ranavalonai orchestrait l'élimination de tous ceux qui convoitaient le trône. Rassemblant une armée de plus de 300 000 soldats, elle les déploya stratégiquement dans des régions reculées de Madagascar pour sécuriser son règne et étouffer toute rébellion. L'époque de son règne, qui dura 33 ans, devint connue sous le nom des « années sombres » parmi le peuple malgache. La raison en était indéniablement terrifiante. La reine Ranavalonai, en plus de mettre en œuvre une collecte impitoyable des impôts et d'asservir son peuple, viola les traités que son prédécesseur avait conclus avec les nations européennes. Cette approche isolationniste plongea Madagascar dans une séclusion économique, provoquant une famine généralisée. Au-delà de cela, elle utilisa des méthodes horribles pour torturer aussi bien les criminels que les opposants. Une de ces méthodes, connue sous le nom de Tangena, impliquait que l'accusé avale le fruit toxique de la plante Tangena après avoir consommé les peaux de 3 poulets. Si les peaux étaient expulsées intactes, la personne était considérée comme innocente. Sinon, l'exécution l'attendait. Selon les récits historiques, cette pratique primitive mais macabre a coûté la vie à environ 2% de la population locale et étrangère.
La brutalité s'étendait au-delà des criminels pour englober les campagnes missionnaires chrétiennes. Les atrocités de la reine atteignirent leur paroxysme en 1835 lorsqu'elle tomba gravement malade, frôlant la mort. Étonnamment, elle défia les attentes, récupérant et reprenant son règne. Elle attribua sa guérison au pouvoir de Sambi, les 12 talismans en lesquels elle croyait fervemment. Ranavalona accorda une immense autorité et un statut élevé aux prêtres et sorciers, les intégrant à son cercle intérieur. Pour renforcer ses traditions religieuses, elle réprima le christianisme, interdisant les efforts missionnaires et imposant des punitions sévères, y compris le démembrement et l'ébullition dans l'eau chaude, à ceux qui défiaient ses édits. La souffrance infligée à son peuple par cette reine sanguinaire, soutiennent certains, visait à consolider son pouvoir et à contrecarrer toute intervention étrangère. Les tragédies étaient à la fois douloureuses et horrifiantes, au point que même son fils et héritier, le prince Radama II, désapprouvait les actions de sa mère. Élevé sous l'influence française, le prince Radama II se rendit populaire en sauvant les citoyens de la torture du Tanjna et en fournissant de la nourriture aux travailleurs et aux démunis pour les sauver de la famine. La tentative de rédemption de Ranavalona. Le jeune prince cherchait ardemment à mettre fin au règne ensanglanté de sa mère. Dans cette optique, il élabora un plan avec un homme d'affaires français, Joseph-François Lambert, ayant de solides liens avec les autorités françaises, en 1854. Dans une lettre adressée à Napoléon III, le prince demanda l'invasion de Madagascar, promettant un soutien interne pour se débarrasser du règne de Ranavalona. L'authenticité de cette lettre a suscité un débat parmi les historiens. Certains affirment que le prince ne maîtrisait pas suffisamment le français, suggérant Lambert comme l'auteur. D'autres soutiennent que le prince, éduqué par des missions françaises, a rédigé la lettre, Lambert n'étant qu'un simple messager. En 1855, le prince Radama II signa le traité Lambert, un pacte qui accordait à Joseph Lambert des droits exclusifs pour exploiter les minéraux, les forêts et autres ressources de Madagascar. En retour, le prince ne recevrait que 10% des revenus, tandis que Lambert s'engageait à fournir un soutien financier et militaire pour renverser la reine. À cette fin, Lambert entreprit une tournée européenne, présentant le traité à divers souverains et sollicitant leur assistance militaire et financière. En 1857, Lambert retourna à Madagascar, mais sans le soutien escompté. Malgré ce revers, le prince ne ménagea aucun effort pour atteindre son objectif. Déterminé à poursuivre le coup d'État contre sa mère avec l'aide de Lambert, la tentative échoua. La réaction de la reine Ranavalona était inévitable, mais la complexité résidait dans le fait que le complot impliquait son unique fils et héritier. En accusant entièrement Lambert, la reine étendit la punition à tous les étrangers à travers Madagascar. Des ordres furent donnés pour traquer et tuer les étrangers à l'échelle nationale. Malgré cela, Lambert et quelques-uns parvinrent à échapper à Madagascar, tandis que le jeune prince ne fit aucune tentative supplémentaire pour détrôner sa mère. La fin de Ranavalona. Le destin, acteur omniprésent dans le grand théâtre de la vie, a alors pris la parole, et la reine avide de sang a rencontré son destin en août 1861, à l'âge de 83 ans. 33 de ces années furent consacrées à gouverner le pays, des années de cauchemar pour son peuple, marquées par des bains de sang, la cruauté et la souffrance. Les conséquences ont été sévères, la population de Madagascar diminuant de moitié. Selon les rapports et les statistiques, la population de Madagascar, estimée à environ 5 millions en 1833, est tombée à seulement 2,5 millions en 1839. Cette chute spectaculaire était le résultat d'épidémies, de famines et de meurtres arbitraires orchestrés par Ranavalona, inscrivant son nom dans les annales de l'histoire comme l'une des reines les plus sanguinaires de l'Afrique, voire du monde. On dit qu'à sa mort, son fils a célébré en abattant des milliers d'animaux et en les offrant en cadeau à son peuple. Cela, mes amis, conclut notre voyage dans la vie de la reine Ranavalona, la reine sanguinaire. Bien sûr, l'histoire regorge d'histoires de monarques sanguinaires et des malheurs qu'ils ont infligés à leur peuple par le meurtre et la torture. Cependant, la rareté de femmes dirigeantes comme la reine Ranavalona dans les récits historiques, surtout dans les annales de l'atrocité, est frappante. Son histoire demeure un rappel poignant des ravages et des tragédies que la quête du pouvoir et la mégalomanie peuvent déchaîner sur les nations et les peuples, de l'Antiquité à notre époque moderne. En effet,
le présent n'échappe pas à la tyrannie et à l'oppression exercée par les dirigeants. Bachar el-Assad, le président de la Syrie, en est un exemple frappant. Bien qu'il n'ait pas tué la moitié de la population de la Syrie comme l'a fait Rana Vallona, ses nombreux massacres et déplacements forcés ont laissé plus de la moitié de la population syrienne en tant que réfugiés, fuyant la cruauté de leurs dirigeants pour préserver son emprise sur le pouvoir. Dans notre monde diversifié, il est difficile de croire que l'un d'entre nous, que ce soit en Europe ou dans n'importe quel coin du globe, n'a pas rencontré au moins une personne d'origine syrienne ayant fui son pays ces derniers temps. La crainte de la tyrannie et de l'oppression exercée par le dirigeant du pays a poussé beaucoup à chercher refuge dans d'autres contrées. Les tragédies persistent, que ce soit aux mains de tyrans ou au sein de systèmes internationaux. Ceux qui se disent grandes nations continuent à soumettre des nations plus faibles et appauvries à leur tyrannie. Bien que les méthodes diffèrent de celles de la reine Rana Vallona, ces nations torturent habilement leur peuple sous des prétextes tordus et diverses étiquettes qui légitiment leur oppression, parfois même en recourant au génocide. Mes amis, qu'en pensez-vous de l'histoire de la reine Rana Vallona? Avez-vous connaissance d'autres personnes qui ont suivi un chemin similaire? J'attends avec impatience vos opinions et commentaires sur cette question. Portez-vous bien, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Soutenez-nous sur Patreon, les détails se trouvent dans la description, car votre soutien fait la différence, nous permettant de vous proposer un contenu engageant et frais. Soyez prêts pour notre prochaine rencontre très bientôt.